Séance du 25 janvier 2022, deuxième partie, qui sera consacrée, enfin du moins qui sera consacrée au début de cette conclusion qui me prendra encore quelques temps. Avant d'entrer dans cette partie conclusive, je voudrais faire le point sur les annonces concernant la suite du travail pour ces cours de philosophie de l'Université du Temps Libre. Je n'ai reçu jusqu'à aujourd'hui qu'une seule proposition que j'avais déjà évoquée précédemment, celle de Bruno Toulieras, qui suggérait de nous intéresser à la très fameuse formule cartésienne, à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Je n'ai reçu donc ni nouvelle proposition, ni protestation ou refus contre cette suggestion, à laquelle je pense donc, de façon de plus en plus certaine, que je vais donner la priorité, abandonnant donc ce qui avait été proposé sur mon blog. Alors, je ne peux pas vous dire encore très précisément à quelle date je commencerai de réfléchir sur cette question posée par la formule cartésienne. Il faut d'abord, pour cela, bien entendu, que j'en termine avec cette conclusion. Alors, cette conclusion, je la consacrerai d'abord à un rapide bilan de ce que nous avons déjà trouvé. Ensuite, de quoi je m'intéresserai à quelques difficultés et problèmes qui peuvent être posés à partir de cette devise républicaine. Je le dis tout de suite, je ne pourrais être qu'extrêmement succinct, extrêmement bref, et donc ce que je dirais pourra paraître tout à fait frustrant par rapport à l'immensité, à la profondeur, à la difficulté des problèmes qu'on pourrait soulever à propos de ces trois notions de liberté, d'égalité et de fraternité, et à propos de la devise qu'elles forment prise ensemble. Mais à titre de bilan, je voudrais d'abord commencer par dire ceci, que la devise républicaine n'est pas, comme on en a quelquefois soupçonné ou accusé, elle n'est pas un slogan creux, un mot d'ordre vide. Résumons quelques points essentiels. Lorsqu'on examine, comme je l'ai fait, le triptyque républicain dans la perspective de son unité, on se convainc premièrement, je pense, que les trois termes qui le composent peuvent recevoir des significations très consistantes et tout à fait robustes. Les notions correspondant à ces termes ressortissent, on l'a vu, à des ordres distincts. Elles sont ces notions d'inspiration ou de portée plutôt clairement juridique pour les deux premières, plus affectif et de portée plus affective et plus morale pour la troisième. De sorte que l'introduction de la fraternité introduit une nette rupture au sein du triptyque républicain. On voit ensuite, en complétant l'interprétation de la devise par une lecture précise de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que si liberté et égalité entretiennent une relation extrêmement intime et sont étroitement liées, unies même dans un réseau serré de raisons tirées de la nature des choses, en revanche, ces deux notions n'entretiennent pas, si on les prend ensemble, un lien de robustesse comparable avec celle de fraternité, qui semble n'avoir qu'une relation plus lâche avec les deux précédentes. Par ailleurs, la réciprocité qui apparaît à l'analyse entre les deux premiers termes du triptyque ne doit pas pour autant cacher une certaine dissymétrie. La liberté jouit vis-à-vis de l'égalité, me semble-t-il, d'un indiscutable primat conceptuel. De tout cela, on peut conclure que l'ordre dans lequel se présentent ces trois valeurs n'est rien moins qu'indifférent. Il exprime très nettement une certaine hiérarchie de valeurs
est sans doute une relation de complémentarité raisonnée, comme j'ai essayé de le montrer en conclusion de l'examen de la fraternité. Alors bien sûr, liberté, égalité et fraternité sont des mots qu'on peut mobiliser à tout propos, à tout bout de champ, et sans se soucier beaucoup de les pourvoir d'un contenu très consistant. Mais on ne se prive d'ailleurs pas de le faire et d'utiliser ce moyen propre à obtenir à peu de frais un consensus. Dès lors que vous brandissez les idées de liberté, d'égalité et de fraternité, sans chercher à leur donner un contenu bien clair, vous pouvez, je répète, à peu de frais, vous assurer d'un consensus, d'un accord général, mais qui sera probablement assez vide sur le discours que vous tenez. Mais ce que nous avons compris de la devise républicaine en étudiant sa relation avec la Déclaration des droits, c'est qu'on ne peut pas, très sérieusement, on ne peut pas, dès qu'on fait preuve d'un tout petit peu de sérieux, la considérer comme un mot d'ordre creux. Il se trouve que je suis en train de lire sur une suggestion du journal Charlie Hebdo d'ailleurs, ce qui pourrait paraître un tout petit peu surprenant, mais enfin c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en lisant ce journal, de lire le troisième tome, le troisième volume, publié par les éditions Gallimard, le voici, de la correspondance entre 1964 et 1968, de deux écrivains un petit peu oubliés aujourd'hui, et que d'ailleurs je n'ai pas lu, donc je n'ai pas lu les œuvres. Je serais peut-être d'ailleurs tenté de le faire à la suite de cette correspondance, de Paul Morand et de Jacques Chardon. Bon, deux écrivains dont je répète qu'aujourd'hui on ne parle plus guère, mais qui avaient assurément une forte personnalité et un passé aussi assez personnel, puisque l'un comme l'autre n'ont jamais caché leur sympathie pour la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont d'ailleurs dans la suite, et dans cette correspondance en particulier, qui n'ont guère manifesté de repentir pour cette prise de position, tout au plus des regrets d'avoir mal joué au mauvais moment. Alors, on lit dans cette correspondance de Jacques Chardon et de Paul Morand, sous la plume précisément du premier des deux, Jacques Chardon, ceci que liberté, égalité et fraternité, je cite, hein, liberté, égalité, fraternité, est une profession de foi ridicule, faite de, je cite à nouveau, mots ridicules qui ne signifient rien. Alors, en effet, si l'on s'en tient à l'identité de l'auteur et des deux partenaires de cette correspondance, Morand et Chardon, et de leur passé en effet très compromis avec la collaboration et avec le régime de Vichy, on ne peut guère s'étonner qu'ils aient jugé vide et sans signification des notions comme celle de liberté et surtout, on va dire, d'égalité. Bon, ça n'empêche pas d'ailleurs cette correspondance de présenter un certain intérêt, c'est un regard sur une certaine époque. Ce qui est assez amusant, c'est d'y découvrir des prédictions, par exemple. Alors certaines qui étaient assez lucides et qui se sont avérées finalement assez vraies, d'autres complètement démenties par la réalité. Hein. Je ne sais plus lequel des deux dit de Charles de Gaulle que c'est un personnage. Ça, c'est écrit dans les années 1960, donc dans 50 ans, plus personne ne connaîtra le nom. Il est assez amusant de les voir aussi prophétiser l'extinction rapide de la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Bon, bref, je ne vous dirai pas précipitez-vous sur les 1100 pages de cette correspondance, mais enfin, c'est vrai qu'on y trouve quelques perles assez savoureuses, quelques comptes rendus, descriptions de l'époque, hein, assez amusantes. Bon, ça devient assez sombre vers la fin, évidemment. Nous avons affaire à deux octogénaires qui commencent à voir arriver l'issue fatale, mais parmi les perles que j'ai trouvées, il y a par exemple ceci, je ne sais plus si c'est de Morand ou de Chardon, qui disent que voilà, l'un d'entre eux dit le moyen de mourir beaucoup, c'est de vivre très vieux.
À quoi il lui a répondu que finalement, la mort étant une certitude, c'est la chose la moins intéressante qui soit. Voilà. Bon, je vous laisse découvrir si le cœur vous en dit, mais je ne vous donnerai pas de façon très insistante le conseil de vous précipiter sur cette correspondance de Chardon et Morand, tome 3, 1100 pages pour un prix qui n'est pas très loin d'atteindre la cinquantaine d'euros. Voilà, Gallimard. Alors, rappelez cette évidence que non, la devise républicaine n'est aucunement une profession de foi ridicule, faite de mots ridicules qui ne signifient rien. Rappelez cette évidence, parce qu'à mon avis, on devrait tenir, si on fait preuve d'un minimum de bonne foi, pour une évidence, rappelez cette évidence que cette devise a un contenu substantiel et que les notions en ont bel et bien une signification. On ne doit évidemment pas nous cacher l'ampleur, la difficulté, la profondeur des problèmes qu'elle soulève. Comme je viens de le dire, je ne pourrais aborder, mentionner ces problèmes, je ne pourrais faire davantage que d'aborder, de mentionner ces problèmes sans leur donner l'approfondissement qu'ils mériteraient. Alors, en quoi consistent ces difficultés et ces problèmes? D'abord, évidemment, dans le fait qu'avec la devise républicaine, nous n'avons ces devises, ces problèmes, pardon, je les distinguerai en deux catégories. Première catégorie, les problèmes concernant les difficultés qui valent pour la devise en général, prise globalement, et ensuite j'en soulèverai quelques-uns qui ont trait à chacune des trois notions prises individuellement. Alors, concernant la devise en général, d'abord, il y a le fait que nous avons affaire à un idéal, nous avons affaire à des valeurs, peut-être à des normes, à ce qu'on pourrait appeler des normes, mais auxquelles on pourrait opposer tout simplement la réalité. D'abord en se demandant s'il faut simplement une devise. Avons-nous besoin d'une devise? Même si celle-ci me paraît porteuse d'un message tout à fait consistant, même si le slogan « Liberté, égalité, fraternité » n'est pas un mot d'ordre creux, enfin, ça reste un slogan, c'est-à-dire quelque chose qui a dénoncé, qui résonne, R-E accent aigu, plus qu'il ne résonne, R-A-I, avec toutes les faiblesses, évidemment, que cette nature de slogan ou de mot d'ordre comporte. Évidemment, nous sommes assez nombreux à nous dire que nous nous passerions bien de voir ce slogan figurer sur toutes les façades de nos monuments, sur les documents officiels, si seulement l'esprit et le cœur des citoyens en étaient effectivement pénétrés, si l'action aussi de l'autorité politique, de l'État, était réellement inspirée par ces valeurs, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. En tout cas, c'est sans doute la conviction de bien beaucoup d'entre nous que nous ne sommes pas, comme République française, toujours, ni même comme citoyens français pris individuellement, toujours à la hauteur de ces trois valeurs. On se demande même d'ailleurs, notre conscience de notre insuffisance va jusqu'à nous faire nous poser cette question, est-ce que l'insistance avec laquelle nous essayons de rendre visible cette devise n'est pas là surtout pour cacher notre incapacité à honorer comme il le faudrait les exigences de liberté, d'égalité, de fraternité qu'elle formule. Alors, ces remarques sont sans doute légitimes, il faut les entendre, mais c'est d'abord un fait qu'elles n'ont aucun débouché pratique. Parce que je pense que tant que la France sera un État républicain, ce qui d'ailleurs n'est aucunement garanti de toute éternité, tant que la France sera un État républicain, elle ne reviendra pas sur cette devise. Je l'avais dit, notre devise doit à l'histoire sans doute autant qu'à la raison. Mais l'histoire, cela fait aussi une raison. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur, la portée, la solidité des critiques qu'on peut adresser à ce triptyque, eh bien, le simple fait qu'il se soit imposé, le fait qu'il appartienne maintenant à notre identité, cela fait une raison, à mon avis, suffisante de le défendre, pour ne pas le changer et pour prendre sa défense à chaque fois qu'il est attaqué. C'est un symbole, et bien entendu, il serait bien naïf d'espérer d'un symbole qu'il puisse agir en quoi que ce soit.
qu'il puisse modifier, transformer, par exemple, les mentalités ou les conduites. On ne saurait attendre d'un symbole qu'il transforme le monde. Et ce ne sont par exemple pas la croix de Lorraine, ni l'aigle américaine, ni le marteau et la faucille soviétique qui ont libéré l'Europe du nazisme en 1944-1945. Ce sont évidemment le nombre, l'organisation, la valeur et le courage des combattants qui ont obtenu ce résultat. Et donc, les symboles, par conséquent les devises, les drapeaux, ne sont porteurs d'aucune efficacité intrinsèque. Seulement, il faut quand même avoir conscience du fait qu'il est rarement insignifiant qu'on s'attaque à ces symboles. Et il est préférable de ne pas attendre, lorsqu'ils sont attaqués, que l'agresseur se tourne vers les choses mêmes que désignent que ces symboles, que représentent ces symboles. Il vaut mieux ne pas attendre ce moment-là pour commencer à défendre les symboles eux-mêmes. Il en va, je crois, d'une devise comme d'un serment. Un serment ne constitue jamais par lui-même une assurance, évidemment, que l'engagement sera tenu. Mais au moins, le serment, la devise, peuvent-ils être rappelés à ceux qui seraient tentés de ne pas les respecter ou de ne pas en honorer le contenu. Liberté, égalité, fraternité, il me semble que c'est un énoncé qu'il convient de défendre et de maintenir comme repère et d'enraciner fermement avec ce statut qui est bien sûr limité, qui est modeste en un sens, mais avec ce statut de pierre de touche, avec ce statut de borne à laquelle on peut toujours se référer. Quant au contenu même de la devise, il faut évidemment écarter toute objection qui prétendrait récuser les idéaux dont elle est porteur à partir d'une simple description de la réalité des faits. Je voudrais ici évoquer la figure d'un anthropologue qui a vécu au 19e et au 20e siècle. Il est né en 1854, il est mort en 1936 et qui s'appelait Georges Vacher de la Pouge. Eh bien, ce Georges Vacher de la Pouge, dans un, alors aujourd'hui, personnalité bien oubliée et je dirais que nous serions d'autant plus enclins à oublier qu'il fut le défenseur d'une conception, d'une doctrine qu'aujourd'hui, forcément, nous voulons plutôt récuser, et qu'il avait défendu dans un cours libre de sciences politiques prononcé à l'Université de Montpellier dans les années 1889-1890. Eh bien, ce Vacher de la Pouge avait professé ce cours libre de sciences politiques sous le titre, alors qu'il y a déjà tout un programme, l'Arien, son rôle social. L'Arien, son rôle social. Évidemment, ce genre de titre nous met un peu plus encore que la puce à l'oreille et nous fait flairer des choses qui n'ont pas une odeur très appétissante. Eh bien, en effet, dans ce cours de sciences politiques, l'anthropologue Vacher de la Pouge défend tout simplement le principe de l'eugénisme et croit réfuter l'idéal de fraternité en écrivant ceci, je le cite. « Tous les hommes sont frères, tous les animaux sont frères. » Tous les animaux sont frères, hein, ça nous rappelle Albert Jacquard. Hein. Tous les hommes sont frères, tous les animaux sont frères, ça fait signe vers ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, l'antispécisme. Tous les hommes sont frères, tous les animaux sont frères, mais être frère n'est pas de nature à empêcher qu'on se mange. Fraternité, soit, mais malheur aux vaincus. La vie ne se maintient que par la mort. Pour vivre, il faut manger. Tuer pour manger. Fin de citation. Cela nous renvoie très directement, par exemple, à une philosophie comme celle du marquis de Sade. Et Georges Vacher de la Pouge, sur la base de ce constat, au fond, qu'il n'existe que des rapports de force, que la nature nous montre que le modèle d'affrontement sans pitié, sans droit et sans loi, Vacher de la Pouge proposait tout simplement de substituer à la devise républicaine le mot d'ordre
de substituer à liberté, égalité, fraternité, le mot d'ordre déterminisme, inégalité, sélection. Bon, que ces principes de la devise républicaine soient des valeurs, cela suffit à disqualifier toute tentative de les réfuter par une référence aux faits. Déterminisme, inégalité, sélection. Cela consiste tout simplement à prendre acte de ce qui se passe dans la nature. En effet, la nature est placée sous le régime déterministe des lois naturelles qui nous permettent, par exemple, d'en prévoir jusqu'à un certain point le cours et d'agir sur ce qui a lieu dans cette nature. Inégalité, c'est le fait, car bien entendu, nous sommes, nous, êtres humains, inégaux à de multiples égards. Et l'inégalité me paraît encore plus grande entre l'espèce humaine et toutes les autres espèces, contrairement à ce que prétendent quelquefois certains courants de l'antisémitisme. Enfin, sélection, c'est en effet le régime sous lequel se trouve placé le monde vivant dans la nature. Mais on a envie de dire, et l'on doit dire, et alors, que la nature nous présente le spectacle du déterminisme, de l'inégalité et de la sélection, en quoi cela fait-il pour nous obligation? Or, précisément, les notions de liberté, d'égalité et de fraternité sont des obligations, renvoient à des obligations. Et il serait contradictoire avec l'essence même de ce qu'on appelle une devise, dont toute la raison d'être réside dans le souci de faire signe vers un idéal, il serait contradictoire avec l'idée même de ce qu'est une devise, de l'entendre comme un constat de fait ou une traduction de la réalité. Je voudrais citer ici ce que dit Mona Ozouf, l'historienne Mona Ozouf, dans le texte auquel je me suis déjà référé, qui se trouve dans les lieux de mémoire, ouvrage collectif publié sous la direction de Pierre Nora. Mona Ozouf écrit ceci, et elle a raison d'écrire que, je cite, ouvre les guillemets, c'est comme un emblème de l'impossible et non comme une traduction du réel, que la sainte devise de nos pères, elle cite ici Pierre Leroux, c'est comme un emblème de l'impossible et donc comme une traduction du réel, que la sainte devise de nos pères peut manifester encore son énergie créatrice et qu'elle a des chances de vivre dans nos mémoires autrement que la psalmodie de trois termes exténués, autrement que la psalmodie de trois termes exténués. Vivre dans nos mémoires, mais aussi vivre dans nos volontés, je l'avais dit. Fermez les guillemets, donc fin de citation. Alors on pourrait objecter ici, eh bien, qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Que des humains effectivement libres, des humains sincèrement engagés dans des relations fraternelles et unis par des rapports d'égalité, on pourrait objecter, mais est-ce que c'est simplement quelque chose de possible? A fortiori, si par égalité, on entend une égalité non seulement formelle, inscrite dans les textes de loi, mais une égalité réelle. Par exemple, une égalité économique ou une égalité sociale. Et en effet, de cette possibilité, il est permis de douter. Mais cela ne fait pas une objection recevable. Supposons même qu'il soit tout à fait exclu qu'un jour, dans l'État républicain le plus parfait, le plus achevé, les humains vivent libres dans des relations d'égalité et en entretenant des rapports de fraternité. À supposer que cette impossibilité soit avérée, cela ne changerait rien à la valeur de la devise, parce que cette devise ne nous fixe pas des objectifs, elle nous fixe des finalités. La différence entre un objectif et une finalité, c'est qu'il n'y a de sens à se donner un objectif que si cet objectif peut effectivement être atteint. Bon, l'objectif de l'équipe de foot sur le terrain, c'est de marquer des buts. Et une fois qu'on en a marqué un, l'objectif est atteint, il faut se fixer immédiatement
un objectif suivant qui est d'en marquer un autre et d'en marquer encore d'autres après. Vous avez été promu directeur dans l'entreprise, eh bien, vous pouvez vous fixer l'objectif de devenir président, directeur général. Mais un objectif de cette sorte a une signification, a une pertinence parce qu'il est apporté, parce qu'il peut être atteint. Peut-être n'est-il pas facile de l'atteindre. Peut-être cela requerra-t-il de très grands efforts, beaucoup de chance, mais enfin, on peut envisager de l'atteindre. Par exemple, il n'y aurait aucun sens pour moi à me fixer comme objectif de courir le 100 mètres en 11 secondes, parce que cela m'est définitivement impossible, ou de devenir président des États-Unis, ce que légalement je ne peux jamais être, puisque je ne suis pas né citoyen américain. En revanche, il y aurait un sens pour moi, par exemple, à me fixer comme objectif de devenir président de la République. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien ne s'y oppose formellement. Mais une finalité, c'est autre chose. Une finalité, c'est un idéal qu'il y a une signification à poursuivre, même si nous savons qu'il est absolument impossible de l'atteindre. La justice, la paix, l'égalité, la liberté et la fraternité sont des finalités de ce type. Il y a un sens à courir après tout ça, même si l'on sait qu'on ne le verra jamais et même si l'on savait que personne ne le verrait jamais. Dès lors qu'on a reconnu la valeur d'un certain nombre de principes, comme ceux de liberté, d'égalité et de fraternité, la question n'est plus de savoir si leur mise en œuvre est possible, elle n'est, cette question, que de savoir comment on va s'y prendre pour tendre vers l'idéal que définissent ces notions. Donc, je l'ai dit, la devise républicaine formule un certain nombre de valeurs, nous place devant des idéaux vers lesquels il faut tendre, pas du tout vers des objectifs qu'il faudrait atteindre, ce pourquoi il n'y a pas de pertinence à prétendre la critiquer et a fortiori la réfuter par le simple constat de la réalité des faits. Je voudrais maintenant, toujours dans l'idée de m'intéresser à quelques-unes des difficultés qui concernent la devise dans sa globalité, m'intéresser à la façon dont il faut penser le rapport entre les droits et les devoirs attachés au statut de citoyen républicain et peut-être aussi au statut tout simplement de membre de l'espèce humaine. En lisant dans la devise une gradation irréprochable, c'est la formule de Hugo. En lisant dans la devise une gradation irréprochable et en distribuant le droit, le fait et le devoir respectivement sur chacun des trois termes, vous vous souvenez de la citation que j'avais produite au tout début de ce cours, Hugo ne cède à aucune facilité rhétorique. Je pense même qu'il fait preuve au contraire d'une très grande lucidité, d'une très grande acuité théorique, en nous permettant de comprendre ceci, que la première place accordée à la liberté doit se comprendre comme une affirmation d'un primat du droit, d'une priorité donnée au droit. Et que la dépendance, Hugo voit aussi que la dépendance qui lie le second volet du triptyque au premier place aussi l'égalité du côté du droit. Bien sûr, il écrit l'égalité, c'est le fait. Mais c'est le fait que tous les humains ont les mêmes droits. Parce que sans être tout à fait ce qu'on pourrait appeler un droit de l'homme, l'égalité, puisqu'elle n'est pas l'égalité comme la liberté, une prérogative attachée à l'individu isolé, sans être tout à fait exactement ce qu'on peut appeler un droit de l'homme, l'égalité n'en continue pas moins de se situer du côté du droit, dans la mesure où elle est l'affirmation pour chacun d'un droit à être traité comme sont traités tous les autres, par la loi, par l'État. Quant à la notion de fraternité, sans pouvoir se définir pleinement comme une vertu, elle fait clairement signe, elle, vers le devoir. Donc, en distribuant, je répète, le droit et le devoir, le droit, le fait et le devoir sur la liberté, l'égalité et la fraternité, Hugo voit très clair.
Lors des débats préparatoires à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, on avait abordé la question de savoir s'il fallait à cette déclaration des droits, s'il fallait adjoindre une déclaration des devoirs. Il n'est pas très étonnant que dans l'Assemblée constituante, ce soit du côté du clergé, cette constituante qui réunissait les trois ordres, noblesse, clergé, tiers état. Il n'est pas très étonnant que ce soit du côté du clergé que se soient levés les défenseurs les plus ardents de cette proposition d'ajouter à la déclaration des droits une déclaration des devoirs. Il n'est pas non plus très étonnant qu'elle ait été combattue principalement à gauche, du côté du tiers-État, qui a brandi un certain nombre de raisons et d'arguments tenant naturellement à la crainte de voir adjoindre à certains devoirs du citoyen républicain des obligations concernant la religion, des obligations envers Dieu, des obligations envers la religion et envers les ministres de cette religion, c'est-à-dire envers les membres du clergé. La proposition ne fut finalement pas retenue, sans d'ailleurs qu'on puisse conclure que le fait qu'on ait renoncé à une déclaration des devoirs soit le signe d'une victoire d'un parti contre l'autre. En effet, dans ces circonstances-là, beaucoup de débats en fait, ont été tranchés sans l'être vraiment par la nécessité de se tenir à certains délais, par l'urgence, par exemple, de rédiger le texte qui devait suivre la déclaration, à savoir une constitution. Quelquefois même, certains débats se sont terminés, comme le montrent très clairement les comptes rendus de ces débats qui sont aujourd'hui disponibles, se sont terminés du fait de la lassitude des participants et de l'impossibilité tout simplement de parvenir à un accord sur une certaine question. Mais je pense que quoi qu'il en soit, il faut se féliciter que telle ait été l'issue des débats portant sur cette question de savoir s'il fallait ajouter à la déclaration des droits une déclaration des devoirs. Et je voudrais montrer pourquoi il faut justement se féliciter de cette issue des discussions. Il y a en fait deux manières de concevoir la limitation des droits de l'individu citoyen par des devoirs. Il y a deux façons, en gros, de se représenter la chose. La première manière consiste à définir les devoirs comme une simple traduction des droits, une simple traduction ou une simple conséquence des droits. Du fait que chacun a des droits, du fait que chacun dans la société civile est pourvu de droits, il s'ensuit pour n'importe quel autre, pour tous, indistinctement, une obligation de respecter ces droits. Ce qui veut dire que, dans ce cas, toute la substance des devoirs du citoyen réside dans l'obligation pour lui de ne pas attenter aux droits de ses concitoyens. Les devoirs ne sont plus alors, si vous voulez, que le reflet dans le miroir de la loi des droits dont chacun est détenteur. Et cela veut dire que dans cette conception-là, dans cette manière de se représenter le rapport des droits et des devoirs, au fond, seuls les droits ont une réalité par eux-mêmes. Seuls les droits ont une consistance intrinsèque. Et les devoirs n'en sont, si vous voulez, que la contrepartie négative. Ça, c'est la première conception du rapport de nos droits et de nos devoirs. Une seconde façon de se représenter les choses consiste à établir un régime indépendant des devoirs, à
considérer qu'il existe des devoirs indépendamment du fait que chacun ayant des droits, il est du devoir de tous de respecter ses droits, de garantir ses droits. Cela revient à considérer que droits et devoirs existent non plus les uns par rapport aux autres, sous la domination des droits, si l'on veut, mais existent parallèlement les uns aux autres. Il y a des droits qui, bien sûr, induisent des devoirs qui n'en sont que la réciproque ou le négatif, mais il y a aussi des devoirs qui existent indépendamment de ces droits et qui sont ces devoirs fondés à un autre niveau que l'existence des droits civiques. Alors ce niveau peut être par exemple de nature divine. Il pourrait y avoir, à côté des devoirs qui nous incombent en tant que citoyens et en tant que nous devons respecter les droits d'autrui, il existe des devoirs qui sont par exemple des obligations dictées par Dieu. En tant que nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes tenus aux obligations que Dieu a décidé qui devaient être les nôtres. Ça, c'est une possibilité référer les devoirs à une transcendance divine. Mais cette transcendance peut être aussi celle, par exemple, de la nature. Nous sommes des êtres inscrits dans la nature et du fait de la nature même des choses ou du fait de notre nature, de ce que nous sommes, de notre essence en tant qu'êtres humains, nous sommes tenus à des devoirs qui vont au-delà, qui vont plus loin que les simples obligations civiques qui dépendent de l'existence des droits de tous les citoyens. Il pourrait y avoir aussi, par exemple, des droits venant des traditions, venant d'un passé qui est le passé de notre communauté, par exemple. Et dans ce cas-là, que nos devoirs soient dictés par le Créateur, qu'ils découlent de la nature des choses, de l'ordre universel des choses ou de notre nature humaine, qu'ils nous viennent d'une tradition, d'un passé qu'il faudrait honorer et respecter, ou de toute autre source, ils ont toujours en commun, ces droits, de posséder une réalité intrinsèque et, je dirais, une valeur en soi, indépendamment, ces devoirs, des droits dont nous jouissons, des droits naturels dont nous jouissons et que garantit la loi. Alors, c'est de cette question que je voudrais traiter la prochaine fois. Donc, je m'intéresserai dans la prochaine séance à la question de savoir comment il faut articuler les droits et les devoirs et quelle est de ces deux conceptions celle qu'il convient d'adopter dans l'optique de la définition de ce qu'est l'ordre républicain. Et je trancherai pour l'une en faveur de l'une de ces deux conceptions contre l'autre. Voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.